Merci d'être avec nous. L'événement, c'est bien sûr la commémoration des événements de novembre 2015. La mémoire des victimes, c'est le jardin du souvenir, victimes du terrorisme islamiste. Mais c'est aussi ce qui se passe maintenant, les signaux d'alarme, les uns après les autres, qui retentissent dans ce domaine-là. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être là. Évidemment, vous étiez au cœur de ces événements et vous vous exprimez aussi sur la lutte actuelle. D'abord, le souvenir, que vous étiez tout à l'heure à la cérémonie. Premières impressions de ces images, de ce jardin du souvenir, notamment inauguré tout près de l'hôtel de ville. C'était une journée éprouvante. D'abord, j'imagine, pour les victimes, pour les survivants, pour les associations, pour les Français, sans aucun doute, parce qu'il faut... Mais aussi pour chacun d'entre nous. On était en fin de matinée au Stade de France et ensuite là où il y a eu des attentats, sur les terrasses et enfin au Bataclan. Et puis cette belle cérémonie, je crois, utile. Les Français, la France, la République savent faire cela, c'est-à-dire des moments où on se retrouve au nom du souvenir, mais aussi, ça a été dit aussi bien par le chef de l'État que par les présidents d'associations, mais aussi parce qu'il faut se souvenir et il faut aussi se dire que la menace est évidemment toujours là. On vous a posé 1000 fois la question et je pense que 1000 fois vous avez dû réfléchir vous-même, mais quand vous revoyez les images de novembre 2015, vous étiez là vraiment, vous, au cœur des événements. Vous, François Hollande, l'image qui vous reste le plus, qu'est-ce que c'est ? Le contact avec la réalité. Quand avec François Hollande, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, nous sommes boulevard Richard Lenoir après minuit et au contact des blessés, les moins gravement, parce que ceux qui étaient entre la vie et la mort ou touchés très gravement étaient évidemment sur les hôpitaux. Mais là, un hôpital de campagne accueillant beaucoup de monde et puis la montée sur la rue Oberkampf et beaucoup de personnes qui venaient de sortir du Bataclan à gare, perdus avec des couvertures de survie dans des halls d'immeubles. C'est ça, parce que jusqu'à maintenant, c'était la confusion des chiffres qui arrivaient, des nouvelles qui nous submergeaient. Là, c'est le premier contact avec, malheureusement, la réalité terrible, les morts, les blessés, et François Molins, le procureur antiterroriste, qui était rentré au Bataclan et nous disant, voilà quelle est la réalité, l'horreur. Quand on refait le film des événements, on est frappé du fait que votre main ne tremble pas, ni la vôtre, ni celle du président de la République, ni celle du ministre de l'Intérieur. On a l'impression que l'État, alors les Français, il y a des très belles réactions, on les a cités, les policiers, les gendarmes, les forces de secours, les médecins, mais à la tête de l'État, il y a une sorte de tenue jusqu'au bombardement qui arrive très vite contre le groupe État islamique à Raqqa. J'ai jamais eu le sentiment que nous perdions le contrôle. Ça aurait été possible, puisque c'est ça ce que recherche le terrorisme, diviser, faire en sorte que la démocratie se fracture, que les gens s'opposent, voire s'entretuent, qu'on chasse les musulmans. Non. Et ça n'est pas arrivé. Pourtant, cette année 2015 a été terrible. C'est grâce d'abord au peuple français. Moi, je crois que c'est un grand peuple capable d'une très grande maturité républicaine et démocratique. Mais il fallait agir. Oui, il fallait agir. On a tous des sentiments. Moi, j'ai pleuré de rage quand je me suis retrouvé dans ma chambre seul à Matignon, très tôt dans la matinée. Mais il fallait tenir, il fallait comprendre ce qui était en train de se passer, il fallait réagir. Et pourtant, alors, les terroristes n'ont pas gagné. Il y a des cas où ils ont gagné. Vous qui connaissez si bien l'Espagne, on sait qu'en Espagne, le terrorisme a fait reculer l'État. C'est-à-dire la politique espagnole a changé après les attentats terroristes d'Atossa. La France, non. La France a tenu sa ligne, mais il y a une peur. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une peur. Sur nos plateaux, des enseignants disent il y a des choses qu'ils ne disent plus en cours depuis 2015, parce qu'ils savent qu'ils se rappellent novembre 2015, janvier 2015. Parce que à partir des attentats de Toulouse et de Montauban en 2012, évidemment 2015, 2016, toute l'année, on est au début, au fond, de ce qu'est une campagne. Des attentats qui sont souvent organisés de l'extérieur, c'est le cas évidemment le 13 novembre. J'évoque moi-même un ennemi extérieur, un ennemi intérieur dès octobre 2012 devant le Sénat, en présentant la première loi antiterroriste du quinquennat de François Hollande, en tirant le leçon évidemment des attentats de Toulouse et de Montauban. Mais nous avertissons, attention, l'islamisme nous fait la guerre. Je dis même, il y a à des jeunes, votre génération va vivre avec cette menace. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on n'a pas toujours pris la mesure, au-delà des attentats, que nous étions face à une menace longue, durable, portée par une idéologie, celle de l'islamisme et des frères musulmans, qui intègre évidemment le temps long, qui vise les communautés musulmanes issues de l'immigration en Europe, qui vise les démocraties européennes et évidemment leurs failles et leurs faiblesses. Et je ne suis pas étonné évidemment
par cette peur, en plus dans des démocraties aujourd'hui en crise ou fragiles. Est-ce que ça vous fait mal, ça? Je lis ce que disait, c'est en 2021, Boualem Sansal. Il disait, bien sûr qu'il faut des hommages, mais s'ils ne sont pas suivis d'actes forts, ils consacrent l'état de lâcheté et d'incompétence de l'autorité. Et c'est vrai que Boualem Sansal, bon, on rappelle évidemment la bonne nouvelle de sa libération, il fait partie de ceux qui ont dit attention, c'est très bien les bougies, les hommages, le souvenir, c'est bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut aussi de l'action. Or, il y a une peur qui s'est installée. Quel hasard incroyable quand même, hein, le retour chez nous, en passant par l'Allemagne, de Boualem Sansal, qui a tellement écrit sur ce sujet-là et que j'admire pour son courage contre l'islamisme, mais je suis 1000 fois d'accord avec lui. D'ailleurs, Arthur de Nouveau, le président de l'une des associations, nous le disait. Je veux dire, ces hommages sont importants, mais ils n'ont de sens que si derrière on prend conscience du combat et des actes forts qu'il faut mobiliser. Et nous sommes face à un adversaire redoutable, l'islamisme. En plus, il n'y a pas de rédemption possible. On en dira un mot avec ces terroristes, avec ces militants de la haine. Ils veulent nous détruire. Donc, il faut être très fort. Or, nos sociétés, nos démocraties sont divisées, sont faibles, alors que pourtant, ce que je voudrais, c'est qu'on a tenu, c'est-à-dire, on a pris des mesures fortes, des lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, l'état d'urgence, sans, de mon point de vue, jamais compromettre la démocratie et les libertés fondamentales, même si ici ou là, il y a eu un débat. Donc, on peut faire la démonstration que la démocratie et l'état de droit sont puissants face à cette menace. Mais c'est vrai que c'est un sursaut, une mobilisation que moi aussi j'appelle, bien évidemment. C'est pas uniquement des mesures, elles sont indispensables, de renseignement policière, judiciaire. Non, c'est un combat politique, c'est une idéologie qu'il faut combattre. Les signaux d'alarme qui retentissent maintenant, il y a une sorte de collision entre le souvenir, les 10 ans et tous ces signaux d'alarme, on peut prendre les uns après les autres. L'affaire Abdeslam, on le rappelait tout à l'heure, Raphaël Maillochon et Guillaume Fard, l'ordinateur qu'il a pu avoir, la clé USB qui contenait la documentation islamiste, c'est-à-dire que le principal survivant, le seul survivant terroriste de ce commando, 10 ans après, a dans sa cellule de la documentation islamiste. C'est incroyable. Enfin, le ministre de la Justice, a évoqué ça, il était lui-même abasourdi par une faille qui est insupportable. Mais ça veut bien dire beaucoup de la... D'abord, peut-être de ce qui se passe dans les prisons. Hugo Micheron, grand spécialiste de ces questions, a déjà écrit là-dessus il y a quelques années, sur le fait que les prisons sont... L'École nationale d'administration, si je peux me permettre plaisanterie de mauvais goût, là où se forment dans le temps long, où se radicalisent des délinquants de droit commun. Et c'est pour ça que je suis très sceptique, moi, sur le retour des terroristes, femmes, hommes ou jeunes, qui n'ont pas changé. Je n'y crois pas. À 80 ou 90%, ils représenteront dans les prisons et quand ils sortiront, évidemment, un véritable danger. Je ne dis pas ça pour faire peur à mes compatriotes, mais pour que chacun se rende bien compte du danger, de la menace, d'une idéologie, encore une fois, qui épouse le temps long et, au fond, passer quelques années en prison, perdre des gens, tuer en se faisant tuer, ça n'est pas un problème pour eux. Comment vous comprenez ces parcours de haine? Vous mentionnez, vous dites à ceux qui étaient allés, Sami Aminour, par exemple, qui est un de ceux, celui que le policier de la BAC a tué, et il a réussi comme ça à casser un peu la dynamique du massacre dans la salle du Bataclan. C'était des gens, chauffeurs RATP à Paris, vie assez tranquille, père, famille algérienne d'origine, père passionné de littérature, une vie, voilà, dans un pays, Paris, plutôt quand même prospère en moyenne, enfin voilà, et aller jusqu'à partir en Syrie, au groupe État islamique, apprendre le combat, il faut un degré, disons, de rupture. Ce sont les mêmes parcours qui ont été étudiés, par exemple, pour les auteurs des attentats de Londres de 2005. C'est pour ça que il faut en finir avec la thèse qu'il y aurait un terreau, que ce seraient les conditions économiques et sociales qui expliqueraient ce passage. Non, c'est sans doute une crise d'identité, une crise culturelle, bien évidemment, mais c'est des gens qui cherchent, à travers le nihilisme, à travers une idéologie de mort, une forme de transcendance. Et elle s'accomplit contre nous. Et nous sommes l'ennemi par excellence. Tous les pays européens ou occidentaux, des démocraties, la laïcité, la place de la femme, la possibilité de croire ou de ne pas croire, les juifs, les chrétiens, les enseignants. Et vous voyez,
de manière systématique. On a attaqué l'esprit Charlie, on attaque évidemment en permanence les Juifs, parce que l'antisémitisme, la haine des Juifs, c'est la matrice de cette idéologie islamiste. Les professeurs, parce que évidemment, Samuel Paty, c'est lui qui transmet la laïcité, un prêtre, bien évidemment, des basiliques, des églises. Donc, cette idéologie se déploie, mais parce que eux, ils en font un combat. C'est-à-dire, ils ont leur cohérence, leur logique. Le fanatisme, hein. On a l'impression que certains ne comprennent pas ça. On a certains juges, par exemple, l'impression qu'ils se disent, en étant gentils, en discutant, peut-être. Évidemment, dans les degrés du terrorisme, je ne ferai pas trop le tri, mais on peut essayer d'analyser, voilà, le terrorisme, ce qu'a été le terrorisme basque, irlandais, kurde, arménien, même palestinien. À un moment, il y avait l'idée d'une libération. Non, là, ils veulent anéantir ce que profondément nous sommes. Et d'ailleurs, le 13 novembre, c'est là où il y a un basculement. On n'attaque plus des journalistes, les juifs ou les policiers. Non, là, c'est toute la société, ce qui était dit très bien tout à l'heure par la maire de Paris, par Anne Hidalgo, c'est-à-dire un art de vivre, le plaisir d'aller à un concert, un match de foot, de partager un verre avec des amis, avec des amoureux, une soirée douce sur Paris. C'est ça c'est cette culture-là, au fond, d'une manière d'être, et c'est l'Europe, c'est les places qu'on retrouve partout, qui a été attaquée. Et vous dites la rédemption, on appelle ça aussi maintenant la déradicalisation, ou cette justice restaurative, avec cette idée que Salah Abdeslam lui-même pourrait rencontrer certaines familles. D'ailleurs, sur notre antenne, la mère d'une des victimes disait oui, moi je veux bien le rencontrer, mais certainement pas pour lui pardonner, pour voir le lâche dans les yeux. Oui, je suis très attentif à ce que peuvent dire les victimes ou les familles des victimes, c'est-à-dire qui cherchent à comprendre, et même pendant le procès, il y en a qui se sont approchés du box pour essayer de lui parler et de comprendre, sans vraiment d'ailleurs jamais le comprendre et le lire. Mais lui, de sa part, surtout cette semaine avec les faits que vous avez rappelés, c'est une manière de faire peser sur les victimes. Voilà, si vous ne parlez pas, c'est que vous ne voulez pas pardonner, vous n'êtes pas dans le dialogue, c'est vous les sectaires. C'est tout à fait insupportable. Nous avons essayé, parce qu'il y a des processus dits de déradicalisation en France, en Grande-Bretagne, et le travail qui a été fait donc par les psychologues, par les spécialistes de ces questions-là, donc je ne le nie pas, mais aujourd'hui, l'idée de cette justice, de cette déradicalisation, je suis plus que sceptique, je n'y crois pas. Est-ce qu'il y a un problème de nombre ? On va entendre ce que disait sur notre antenne en début de semaine la patronne de la DGSI et son prédécesseur, c'est-à-dire Madame Berton et son prédécesseur Monsieur Calvar. Les chiffres qu'ils articulaient sont très intéressants. Ils parlaient de 2015, il y a 10 ans, les attentats, en disant à l'époque il y avait à peu près 1800 profils à surveiller. Et on comprend bien à ce qu'ils disent que c'est impossible. Ils disent on priorise ceux qu'on arrive à surveiller, les autres, on suit tant bien que mal. Et la question lui est posée, et maintenant ils disent à peu près le même ordre de grandeur. Écoutez-les. L'enjeu, il est d'avoir un soutien technique, notamment pour ces suivis, avec la possibilité d'avoir des capteurs qui sonnent, des alertes qui s'animent de manière à ce que ce ne soit pas que le suivi humain. Le suivi humain, au regard du nombre d'agents que comptent les services de renseignement ou les services judiciaires, ne suffira pas pour suivre toutes les cibles que nous avons à prendre en compte. Il nous faut du soutien technologique et c'est impératif qu'on continue à monter en puissance sur ce sujet-là. Vous savez, le 13 novembre, on avait 1800 objectifs. Je parle islamiste, hein. Je ne parle pas de tout le reste des missions du service. On était 3000. Voilà. Et ensuite, on lui pose la question et elle dit on est à peu près dans le même ordre de grandeur. C'est beaucoup. 1800 personnes. Comment suivre, même si la DGSI fait un travail formidable, 6 attentats déjoués depuis janvier. Mais comment surveiller 1800 personnes ? C'est évidemment très difficile. Je me rappelle que c'est moi qui ai nommé Patrick Calvar patron d'abord de la DCRI, ensuite de la DGSI, parce qu'on a mené cette réforme pour donner plus de force, plus de puissance, plus de moyens aux services de renseignement. À l'été 2012, il me parle d'une trentaine de Français qui sont partis au Levant, en Syrie, en Irak. En 2015, il y en a sans doute 1800, 2000 sur place. Beaucoup ont été d'ailleurs tués par les frappes de la coalition ou dans des attentats. Mais on voit bien qu'il y a un noyau dur de ce spectre très large de l'islamisme et de l'islam radical ou politique. Ce noyau dur, il est peut-être moins puissant qu'avant parce qu'il ne bénéficie pas de la force proto-État ou du califat installé en Syrie et en Irak. C'est quand même une petite armée, pardon, 1800 personnes sur le sol français. Ça c'était sur place. Et ensuite, vous avez en effet sur le sol français ce noyau dur
plus toutes les complicités. C'est-à-dire que vous avez plusieurs milliers de personnes qui, d'une manière ou de l'autre, doivent être suivies par les services de renseignement, par le renseignement territorial que j'ai restauré, parce que les renseignements généraux avaient été mis à mal. Et puis, c'est très important, parce que c'est tout ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est l'information qui remonte par la gendarmerie, bien sûr, et par tous ceux qui doivent travailler ensemble, police municipale, services de santé, services sociaux. Donc ça veut bien dire que c'est pas un noyau dur, c'est pas Action Directe où c'était un noyau dur. Oui, c'est pas quelques cellules, c'est beaucoup plus que ça. En plus avec une capacité, pour ça que j'avais parlé d'un ennemi intérieur, ça m'avait été rapproché, mais je pense que c'est très juste. C'est-à-dire vous avez des réseaux avec différentes couches, et en plus avec un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas un seul chef. C'est pas une organisation clandestine qui organise tout ça. Non, ça marche presque d'une certaine manière tout seul. Vous avez des gens qui peuvent passer à l'acte que eux-mêmes ne connaissent pas, et on le voit notamment avec ce phénomène que le procureur antiterroriste a souligné. 70%, je crois, des mises en examen, des mises en cause concernent des mineurs. Et ce phénomène des mineurs, à travers les réseaux sociaux, qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres sujets, est particulièrement inquiétant. Le problème du nombre, le problème des arrivées. Écoutez encore Monsieur Calvar et Madame Berton qui disent le flux migratoire. Bien sûr, l'immense majorité des migrants sont des gens tout à fait honnêtes. Alors, on est pour ou contre la migration, mais ils sont gens honnêtes. Mais il y a parmi eux un usage des groupes terroristes pour passer par ces filières-là. Écoutez-les. Nos frontières sont des passoires. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas prendre en compte les nouvelles technologies. C'est la biométrie maintenant qui s'impose. Ce sont toutes les technologies modernes qui permettent de faire de véritables contrôles. Vous avez une chose très simple, c'est qu'on en parlait à propos de 2015. Un individu se présente à la frontière. Ils sont tous passés par la Grèce, etc. Il dit « je suis irakien ». Qui est capable de dire s'il est irakien, s'il est afghan, etc. Personne. Effectivement, au gré des crises internationales et migratoires, il y a pu y avoir des phénomènes de flux. Et dans les flux, il y a à la fois des honnêtes gens victimes qui ont vocation à fuir des régimes autoritaires, mais il y a aussi une instrumentalisation des flux par les organisations terroristes. En 2015, incontestablement, il y a eu des failles, on les connaît, notamment c'était en Grèce, ça vient d'être dit par Patrick Calvar, à la fois des failles parce qu'il y avait beaucoup de monde, ils n'étaient pas prêts, et puis les systèmes de technologie ne fonctionnaient pas bien. Il suffit de voir le film Novembre et on voit très bien ce qui s'est malheureusement passé. Mais là, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. D'abord, la Grèce a aujourd'hui des dispositifs extrêmement solides, et je suis d'accord avec Patrick Calvar sur le fait qu'il faut utiliser tous les moyens que nous offre la technologie, et notamment la biométrie, qu'on ne vienne pas de dire que c'est une atteinte aux libertés. Ça existe évidemment dans toute une série de domaines. On l'expérimente notamment quand on prend l'avion. Et donc, sur les frontières notamment européennes, il faut de ce point de vue-là être intransigeant. Donc, il faut qu'au niveau européen et au niveau des États, là, on soit extrêmement... Est-ce que l'Europe est en train de changer de culture ? On voit bien à quel point... Elle a changé. Y compris sociodémocrates danois, par exemple, ou même les Allemands. Les choses changent en Allemagne. Les Danois, depuis très longtemps, les Danois... Est-ce que les frontières sont en train de revenir en Europe ? Je me rappelle, les premiers à avoir mis en place une réflexion sur tous ces dispositifs, c'est fin 2002, c'est moi, les Belges, les Britanniques, les Espagnols, les Allemands. C'était très difficile, notamment sur un dispositif qui concernait les passagers pour les aéroports. C'était très long avec le Parlement européen, évidemment trop long, mais là, non. Là, je pense que cette culture, elle existe. Il faut mettre en place ces dispositifs. Regardons les pays qui ont été confrontés au terrorisme depuis des années. Enfin, on le voit avec Israël, par exemple. Alors, vous n'êtes jamais prémunis à 100%, ça n'existe pas. Mais je pense que nos compatriotes, les Français, les Européens d'une manière générale, nous demandent de ce point de vue-là d'être extrêmement déterminés. Vous incarnez ces sociodémocrates, disons, je ne sais pas comment dire, cette gauche de l'ordre, quoi. Une gauche un peu militariste, un peu policière, appelons ça comme on voudra. Ça s'appelle l'ordre républicain. L'ordre républicain, voilà. Mais qui a réussi. Souvent, elle est au pouvoir dans certains pays du Nord. Souvent, elle mène en ce moment des politiques, d'ailleurs, très, très axées sur la fermeté. En France, on a l'impression que ça n'a pas marché. Pour l'instant, la France insoumise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut lui reconnaître, la France insoumise, elle a réussi à être le grand parti de la gauche. Regardez, quand j'ai présenté la loi sur le renseignement en 2015, qui était la première depuis Michel Rocard, je m'en rappelle. Tous les jours, dans un grand journal du soir, j'ai eu des éditoriaux, tous les jours des tribunes, sur le fait qu'on mettait en cause les droits de l'homme et l'état de droit. Il s'agissait simplement d'adapter les services de renseignement aux réseaux sociaux, au numérique, aux nouvelles technologies.
idéologie. Moi, je pense que le rôle d'un État, c'est de protéger, et le rôle des politiques, c'est de faire en sorte que l'État fonctionne. Et le rôle d'un républicain, c'est d'être totalement engagé sur ce sujet-là. On ne remet pas en cause l'État de droit, on ne remet pas en cause les libertés. Est-ce que les libertés ont reculé depuis 10 ans? Non. Mais ce que les Français demandent, c'est de la protection face à cette guerre qui nous est menée par les islamistes. Votre première famille, c'est les socialistes? Vous aviez une carte du Parti socialiste? Jusqu'à quand? Jusqu'en 2017. Qu'est-ce que vous en avez fait? Oh, elles doivent être entreposées, je suis un grand collectionneur. Aujourd'hui, quand vous voyez que les socialistes arrivent à reprendre une place, aussi par une certaine habileté tactique, ils pèsent sur le gouvernement, on va parler d'économie plus tard dans l'émission, est-ce que vous dites, tiens, ils sont peut-être en train de renaître? Non, tant mieux. Moi, je souhaite qu'évidemment la famille social-démocrate, je ne suis pas socialiste, je ne suis plus au Parti socialiste. Vous pourriez reprendre votre carte? Je ne crois pas. Mais en tout cas, moi, je me réjouis que l'esprit de responsabilité, que la recherche d'accord, qu'on s'éloigne, mais j'espère que c'est définitif. Comment vous pouvez, avec la France insoumise, qui a incontestablement sa cohérence, mais qui glorifie les terroristes, qui participe d'un climat antisémite, qui, bien évidemment... Ils ne font pas l'apologie terrorisme, déjà pas. Rima Hassan, incontestablement, c'était quand même leur principale figure de proue lors des élections européennes, et vous voyez beaucoup de députés qui sont ou ambigus, malheureusement très clairs. Mais on voit bien que sur ce sujet-là, il n'y a pas d'accord possible. C'est pour ça que j'avais parlé des gauches irréconciliables. Mais moi, je me réjouis quand une famille politique qui a gouverné revienne à l'esprit de responsabilité. Est-ce que ça peut aller jusqu'à couper la voie au Rassemblement national? Quand on voit les sondages, les derniers sondages, où on voit ce phénomène Bardella à 37%, et peut-être encore plus marquant que le 37%, c'est le recul de ceux qui seraient mécontents de son arrivée à la présidence, ou d'ailleurs Marine Le Pen. On voit à quel point la résistance au RN, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, a baissé en réalité. Elle n'est plus majoritaire. Je crois que c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de travail. C'est-à-dire, au fond, le RN se nourrit du désordre de l'ensemble de la classe politique. On le voit à travers le spectacle offert par l'Assemblée nationale, même si ici ou là il peut y avoir des avancées. Et ensuite, faute d'un projet, faute d'une candidature, faute d'une méthode pour présider, gouverner le pays autrement, par rapport à ce que nous avons connu au cours de ces dernières années. Donc moi je crois que c'est possible, mais il faut se mettre au travail. Il faut que chacun, vous savez, Bertrand, Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, moi-même, Valérie Pécresse, il y en a plein d'autres, participent d'une réflexion plus large, c'est-à-dire comment on fait en sorte non pas d'être un rempart face au RN, ça marche plus, mais d'offrir, une perspective. Le front anti-RN, c'est fini? Ça n'est jamais totalement fini, mais ça ne suffit pas. Je crois que les Français ont besoin d'un projet. D'abord, on s'attaque à des vrais sujets. Regardez, on a un grand débat sur les retraites. Mais on veut bien suspendre une réforme des retraites, mais on sait bien qu'il faudra aller dans le sens de ce qui se passe dans les autres pays. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Il y a un état du déficit et de la dette qui est extrêmement inquiétant. On y perd évidemment notre indépendance, tous les sujets que nous avons évoqués. Or, moi, je pense qu'il y a une réponse républicaine, progressiste, intelligente, solide, qui correspond à ce que pensent les Français. Mais si vous ne le ferez pas, alors à ce moment-là, la pente naturelle, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas gouverné. Qui sera le candidat de ce monde-là, de ce milieu du centre-gauche que vous semblez appeler de votre vœu? Je ne sais pas. Il y a évidemment beaucoup de personnalités. Je pense que tous ceux qui ont un peu d'expérience comme moi doivent aider à bâtir le projet sur le fond, Parce que c'est ça, je pense pas un grand sujet, que l'école ne va pas bien. Donc c'est comment. Bon, alors je regarde avec beaucoup d'intérêt les réflexions, par exemple, de mon ami Jean-Michel Blanquer. Mais de l'autre manière, comment on gouverne? Comment on fait une coalition qui ne ressemble pas à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jamais une coalition, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu de cette coalition. Comment on fait cela? Et moi, la seule réflexion, c'est que je pense que la victoire du RN est trop annoncée et on passe trop vite les ambiguïtés du projet, les tensions qu'il y aura forcément entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, leur inexpérience sur bien des sujets. Mais attention, vous avez raison, il y a une pente naturelle, il y a des enquêtes d'opinion, il ne faut pas non plus penser qu'ils ne disent pas une part de vérité. Manuel Valls, vous êtes un cas, n'est-ce pas, dans la cote d'amour en France. Vous avez été immensément populaire, notamment après les attentats de 2015. Je me rappelle ces scènes où vous êtes l'Assemblée debout, qui vous applaudit. Vous avez été très populaire à la fois dans la classe politique, chez les journalistes, dans le grand public. Et puis, vous avez été très détesté par moments, quand vous étiez à Barcelone, revenu de Barcelone, etc. Aujourd'hui,
de quel œil vous regardez ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire Sébastien Lecornu qui arrive avec les socialistes à trouver un chemin? Mais dans la situation actuelle, impossible, liée à cette folie qu'a représenté la dissolution, il n'y a pas beaucoup de solutions. Vous trouvez un accord ou c'est la dissolution. Donc il y a de l'habileté, incontestablement. Habileté de qui? Et du Premier ministre, comme des socialistes, de trouver un chemin. Mais où est le projet? Où est la stratégie pour le pays? Est-ce qu'on va s'attaquer au déficit, à la dette, à la question des retraites, à la crise de l'école, aux problèmes sécuritaires que nous avons évoqués? Non. Donc, attention, que ça ne soit pas uniquement un jeu à la petite semaine et que derrière, il n'y a pas un projet. Donc, moi, je pense qu'il faut un sursaut pour un projet. Le phénomène Lecornu, il est en photo avec son poireau et son pull vert, voilà. Les phénomènes, j'en sais quelque chose, ça peut durer peu de temps. Mais ça peut venir et revenir. Oui, mais de toute façon... Mais en tout cas, il réussit pour l'instant à naviguer, il réussit à sauter des obstacles, etc. Et certains disent qu'il peut rester peut-être jusqu'en 2027, jusqu'à la fin. Mais dans la situation où le pays... La France a des atouts, ça reste un grand pays, une économie, une industrie. Moi, je participe pas non plus. Il y a un livre qui vient de sortir, Brice Teinturier, vous l'avez sans doute reçu, qui est plus optimiste qu'un certain type de discours très décliniste sur notre pays. Mais de l'autre côté, il faut des réformes profondes. Il faut prendre à bras le corps toute une série de sujets que je viens d'évoquer. Donc, l'habileté pour durer. Ça ne suffit pas. Je ne pense pas que ça soit la solution. Elle peut l'être pour les mois qui viennent, incontestablement. Je la prenais moi-même. Il faut tenir, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut être capable de présenter quelque chose pour le pays. On vit des heures très particulières. Ces dernières heures, quand la réforme qui était présentée comme si nécessaire, y compris par Madame Borne, par Monsieur Attal, elle est suspendue parfois par les mêmes que ceux qui disaient cela. Gabriel Attal, qui à l'Assemblée dit « Je m'abstiens. Mon groupe s'abstient ». Mais ça fait partie de cette habileté ou cette méthode pour durer, pour passer les obstacles. Parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, il faut un projet pour la France. Mais pour le moment, il n'y a pas de projet. Et on verra ce qui sortira des discussions du Sénat. Enfin, quelle est la facture de tout ça? Quelle est la facture? D'abord, elle va être lourde, c'est plusieurs milliards. Mais surtout, nous avons un problème démographique. Nous avons un problème de financement du système des retraites. Il faut travailler davantage pour produire plus pour notre pays. Il y a aussi, il est vrai, un problème de pouvoir d'achat. Et donc, l'habileté, durer, renoncer, non, ça ne peut pas être la solution à moyen et long terme. C'est peut-être des méthodes là, mais personne, d'ailleurs, vous parlez avec tous les responsables politiques, personne ne sait ce qui se passera la semaine prochaine, encore moins à la fin de l'année. Je pense que pour un grand pays comme la France, ça ne suffit pas. Et si nous ne répondons pas à cela, eh bien, la pente naturelle, ça sera d'aller vers un affrontement terrible pour le pays entre l'extrême gauche de Mélenchon et la droite nationale populaire de Le Pen ou de Bardella. Donc, si nous ne voulons pas ça pour le pays, si nous ne voulons pas que ça soit une confrontation, un affrontement que cherche notamment Mélenchon et qui bénéficiera alors au parti de l'ordre que sera Le Pen ou Bardella, il nous faut présenter autre chose. Mais ça nécessite un travail que chacun mette parfois ses ambitions de côté et qu'on soit capable à un moment dégager incontestablement un candidat, un leader, d'avoir un projet nouveau pour le pays. Ça ne peut pas être la répétition de ce qu'on a fait depuis 10 ans ou plus, et une méthode, une stratégie pour travailler différemment. Honnêtement, c'est énorme. Mais moi, y compris de la journée de ce 13 novembre, il y a des énergies dans ce pays. Il y a des gens qui veulent se réunir, des gens qui prônent l'esprit républicain. Et ça n'est pas minoritaire. Vous savez, vous savez mon goût pour l'histoire, il faut faire attention, mais nous sommes dans un de ces moments, comme à la fin du XIXe siècle, après l'affaire Dreyfus, où il y avait des grands républicains qui ont su, Valdez-Grousseau, Ferry, Clémenceau plus tard, ont su travailler ensemble sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la restauration de la République, de son école, de ses services publics, de leur efficacité et des finances publiques, et en n'oubliant jamais que nous avons cet ennemi interne qui veut nous ronger à travers l'islamisme et son corollaire qui est la haine des Juifs. Si vous étiez encore socialiste, si vous étiez député, est-ce que vous auriez voté la suspension de la réforme des retraites? Pourquoi? Non, parce que ça n'est pas ma conviction. Je comprends ce qui a été, je comprends ce qui a été fait, mais voter une suspension des retraites sans savoir vers où on va, pour moi, ça ne suffit pas. La suspension et le projet. Alors sur le projet, la CFDT le prône depuis longtemps. Ça avait été proposé d'ailleurs par Emmanuel Macron à un moment. Mais est-ce que c'est une erreur de génération? C'est la grande affaire de la génération. Hein. C'est-à-dire les retraites, c'est pas un projet, c'est pas un sujet parmi d'autres. Non.
On voit bien que la question de l'âge, d'une certaine manière, est un peu dépassée. Il faut travailler sur la question de la durée de cotisation, des carrières longues, de la pénibilité, adaptée à chacun. Moi, je l'ai dit il y a 15 ou 20 ans. La plus grande inégalité, c'est qu'un ouvrier a une espérance de vie moins importante qu'un cadre entre 8 ou 9 ans. Donc, elles sont là, les vraies inégalités. Donc, c'est ce travail. Or, comme il y a eu l'échec de la réforme des retraites par points juste au moment du Covid, le projet, vous pouvez comprendre, d'Emmanuel Macron, mais a été porté de telle manière, avec une telle brutalité, contre la société, contre les syndicats réformistes notamment, et contre le Parlement. Évidemment, aujourd'hui, cela a créé un électrochoc dans le pays. Mais il faut dire la vérité aux Français. Et c'est pour ça que suspendre sans dire vers quoi on va, me paraît en tout cas s'arrêter à la moitié du chemin. Est-ce qu'il y a un doute plus profond dans la gauche française, dans l'opinion française, la croissance de la gauche, l'histoire de la gauche, c'est une histoire d'une gauche qui croyait dans le progrès, historiquement, croyait dans le progrès. On voit aujourd'hui, ça m'a frappé aussi hier, on a une grande émission sur les retraites, où il y a un certain nombre de gens de gauche aujourd'hui qui ne croient plus dans le progrès, qui ne croient plus dans la croissance. Mais je pense qu'il y a un problème plus général pour la gauche au niveau européen, voire même au niveau global. On voit bien avec les démocrates américains qui sont extrêmement divisés entre le nouveau maire de New York et les démocrates qui ont été élus et qui sont modérés. Il y a des abîmes, bien évidemment. Et c'est vrai aussi en Europe. Donc c'est pour ça que moi je me considère depuis longtemps, j'ai dit, je ne suis pas socialiste, je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous le êtes mot quoi socialisme. Moi je suis un républicain de gauche et ça suffit à me définir. Mais je crois dans les valeurs de la République, la laïcité, le rôle de l'école. Je crois aussi au progrès. Et progrès scientifique. Enfin, regardez le nombre de scientifiques aujourd'hui qui se sentent mis en cause. La croissance, vous y croyez encore? On a l'impression que beaucoup d'Européens n'y croient plus. D'ailleurs, elle n'existe presque plus, 1%. En réalité, c'est une stagnation. Si nous n'avons pas de croissance, je veux dire, où s'est fait la différence majeure au cours de ces 25 dernières années entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe? C'est sur l'innovation, c'est sur les nouvelles technologies, c'est sur l'intelligence artificielle, où il fait investir des sommes considérables, privées et publiques. C'est là, et ça c'est de la croissance, c'est de nouveaux emplois. Certes, certains vont être détruits, donc ça veut dire que notre système de formation continue, mais aussi à travers l'école, doit s'adapter, doit préparer à ces mutations. C'est là-dessus que ça joue, c'est sur l'intelligence. Les pays asiatiques sont en première ligne sur ce sujet-là. Donc, et je crois, moi, dans la croissance. Alors évidemment, il y a la question de l'écologie, de l'environnement. Regardez tous les débats qu'il y a en Espagne ou en Allemagne sur le retour du nucléaire. Et de ce point de vue-là, la France a un temps d'avance. Donc, on a aussi des atouts. Mais il faut dire la vérité aux Français sur le fait qu'il faut lutter contre le déficit, qu'il faut une vraie réforme des retraites et qu'il faut investir dans l'avenir et travailler plus, et mieux, sans aucun doute, parce qu'il y a sans doute un sentiment chez beaucoup de nos compatriotes, on n'est pas assez payé, c'est dur dans l'entreprise, mais je crois, moi, dans le progrès et dans la croissance. Vous étiez ministre d'Emmanuel Macron, vous aimiez ça, visiblement, vous avez eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Vous ne l'êtes plus? Non. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont considéré que je ne devais pas poursuivre ma mission. C'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas, vous savez, c'est pas très important, mais enfin, je pense qu'on ne voulait pas de ministre qui ait de la personnalité. 2, je réussissais là où ils avaient échoué, sur la Nouvelle-Calédonie et sur les Outre-mer. 3, peut-être qu'on n'a pas apprécié les propos que j'ai tenus en Conseil des ministres, questionnement de manière très respectueuse le président de la République sur les conditions pour reconnaître l'État de Palestine ou sur les rapports entre la France et le monde juif. Voilà, mais on ne m'a pas donné, moi, d'explications claires. Et regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On cherche à mettre en œuvre ce que j'avais moi-même réussi à travers les accords de Bougival. Donc, je ne suis pas triste de quitter le gouvernement. Ne nous racontons pas d'histoire. Et en plus, on n'est pas irremplaçable. Mais je suis triste de ne pas pouvoir poursuivre ma mission pour les Outre-mer. Et en dégradant la place du ministère des Outre-mer dans le gouvernement, ce qui n'enlève rien en qualité de Naïma Mouchou, mais en dégradant, on a envoyé un message aux ultramarins qui, de mon point de vue, n'est pas très digne. Donc il y a un peu de petitesse dans la politique, mais ça, c'est pas très nouveau. Comment vous l'ont-ils dit? Le Premier ministre m'a dit qu'il voulait faire un gouvernement uniquement composé de sociétés civiles et pleinement renouvelées. En apprenant la composition du gouvernement, je trouvais qu'on était assez loin de ces deux objectifs. Mais bon, voilà. Ben, écoutez, ça me permet de retrouver ma parole
totalement libre. Moi, j'avais été très critique à l'égard d'Emmanuel Macron sur la dissolution, sur la Nouvelle-Calédonie ou sur les rapports avec Israël. J'ai pas changé. C'est pas parce que je suis au gouvernement, et je dois beaucoup ma nomination d'abord à François Bayrou, qui a eu cette belle idée de considérer que les Outre-mer devaient être une grande priorité pour la nation, parce que c'est aussi un rapport de la France au monde qui se joue, pas seulement sur le plan géopolitique, mais je pense notamment à la question de l'environnement et notamment des ressources que représentent les océans, mais et puis des peuples d'outre-mer qui sont eux-mêmes en train de s'interroger beaucoup sur leur rapport avec notre histoire et avec l'Hexagone. Voilà, donc c'est une manière pour moi de pouvoir continuer à jouer mon rôle à ma place dans le débat public. Manuel Valls, on va revenir à l'événement lui-même, c'est-à-dire l'assaut du Bataclan, les brigades de la BRI. On va voir dans un instant un document très fort à ce sujet. Moi, vous disiez un mot de ça, le courage de ces hommes et de ces femmes, et en particulier ceux qui sont entrés. Alors, il y a le premier policier de la BAC, n'est-ce pas, qui a tiré, qui a ouvert le feu. Il est entré seul avec son chauffard. Et ensuite, le reste de l'assaut. Ah oui, j'avais eu l'occasion, on avait rendu un hommage au commissaire et à son brigadier. Il a interrompu le massacre. Pas totalement empêché, mais il l'a interrompu. Il a battu, en effet, l'un des terroristes. Et ces colonnes du RAID, de la BRI ou du GIGN sur d'autres théâtres, ils sont d'un courage exceptionnel. Exceptionnel pour les avoir rencontrés. Quand ils rentrent avec ce bouclier qui pèse 80 kilos, qui rentrent, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver avec des pauvres otages. Il faut distinguer otages et terroristes. Non, c'est là. J'étais très fier d'être ministre de l'Intérieur, et c'est là où on a une police et des gendarmes. D'ailleurs, les Français s'y trompent pas dans leur soutien à nos forces de sécurité ou à nos armées. Il y a là une force spécifiquement française, notamment le GIGN, le RAID. Il y a des groupes d'élite très français. Oui, et puis on a tiré les leçons des problèmes qu'il y a pu y avoir dans la rapidité d'intervention, avec une manière de s'organiser, bien évidemment. On a aussi des magistrats antiterroristes de très grande qualité. Je pense évidemment à François Molins, et on a pu travailler en très grande intelligence et dans un très grand respect de l'indépendance de chacun.